Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité au Burkina Faso, M. Léon Bassolé est toujours avec nous. Merci d'être toujours en notre compagnie. Donc vous le disiez tout à l'heure, j'ai énuméré un certain nombre de dossiers où j'ai demandé quel est le sort que vous avez réservé à chacun de ces dossiers et vous expliquiez quand même il y a une philosophie derrière. Il y a une philosophie. Le traitement des dossiers, ils sont au nombre de plus de 15 000, le traitement de ces dossiers obéit à la recherche d'un objectif. Et quand nous parlons de traitement de dossier, bien souvent, l'on voit tout de suite dans le terme réparation ce que nous allons faire payer aux victimes. Et dommages et intérêts. Dommages et intérêts. Et surtout, dommages et intérêts en matière d'argent pécuniaire. Nous disons que ce n'est pas toujours dans cette voie qu'il faut percevoir l'action, le traitement des dossiers. Oui, mais dans des pays pauvres, quand on passe de dédommagement, on passe tout de suite à l'argent, bien entendu. Oui, mais nous faisons aussi partager, en puisant dans notre culture, dans nos traditions, nous faisons aussi, nous ramenons ces valeurs-là en surface pour dire que dans le temps, par exemple, les familles, vous allez dans les familles, ce n'est pas parce qu'une famille a perdu un fils par accident d'une auto qu'elle va accepter tout de suite, on va vous payer tant de millions. Souvent, les familles n'acceptent pas cela. Ils disaient que la vie de leur enfant ne peut pas s'acheter. Simplement, si on établit les conditions et tout, et que la famille sait, elle pardonne. Dans les cas des crimes politiques aussi, c'est la même chose. Vous avez beaucoup de familles aujourd'hui qui ne cherchent pas nécessairement un gain financier, mais qui cherchent à savoir par qui c'est arrivé, comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Afin de faire leur deuil. Merci. Afin de faire leur deuil. Et cela est très important. Donc la sensibilisation aussi, nous traitons ces dossiers-là en ayant soin de parler avec toutes ces victimes qui viennent à nous et à leur disant que oui, vous devez être aussi d'une certaine façon, quand ces dossiers sont traités, devenir les ambassadeurs de la réconciliation. Et expliquez, vous qui avez été victime ou vous qui avez été les offenseurs, expliquez aux autres Burkinabés qu'il y a encore place, même quand nous nous sommes fait mal, il y a encore place pour nous à parler. Mais la tâche s'annonce complexe et même sensible, le travail que vous êtes en train de faire. Mais n'empêche que pour certains dossiers, de manière précise, on a besoin de savoir ce que vous allez faire. Par exemple, quand je parle du dossier des militaires et policiers radiés de l'armée, là-dessus, concrètement, on ne s'attend pas seulement à la sensibilisation, on s'attend à des actes concrets. Est-ce que vous les réintégrez? Est-ce que vous les dédommagez? C'est des choses que les populations veulent savoir. Pour les cas de ces dossiers, pour en parler plus précisément, je prends le cas des femmes de l'Aigmalabo, le marché. Du marché, oui. Bon, oui, c'est un dossier qui est clos maintenant. Il a été traité et nous avons obtenu que ces femmes-là, au regard de l'étude et de ce que nous avons posé comme réflexion, que ces femmes soient dédommagées et qu'on leur trouve un nouveau local pour exercer leur métier. Donc ça, c'est fait. Du point de vue des suggestions, les réparations pécuniaires, tout ça, c'est fait. Maintenant, vous avez mentionné également les dossiers des militaires et policiers radiés. Exactement. Bien. C'est un dossier qui date de 2011. Nous l'avons traité vraiment avec patience et avec beaucoup de sérieux, parce que c'est un dossier qui est très, très, très important. Et à date, je peux vous dire que nous avons rencontré toutes les parties impliquées dans la gestion de ce dossier. Et nous avons fait maintenant, nous sommes arrivés à l'étape où nous étions à même de faire des propositions concrètes. Ces propositions ont été faites. Nous avons eu encore successivement 2 conseils de cabinet. Donc maintenant, avec l'instance qui sera chargée de la mise en œuvre de nos propositions, nous en avons discuté. Il reste simplement maintenant, à leur niveau, à finaliser les dernières questions qui peuvent en fait permettre la mise en œuvre heureuse de ce dossier, de ces propositions, sans qu'il n'y ait freinage quelque part. Et je crois que c'est une question aussi qui doit être réglée dans les tout prochains jours, dans toutes les prochaines semaines. La question qu'on se pose là, comment est-ce que vous pouvez être convaincu que les personnes en cause ou les protagonistes sont satisfaits de l'approche que vous avez proposée?
Parce que juste quand nous prenons un dossier, tous ceux qui y sont impliqués, nous avons des entretiens avec eux. Et nous leur expliquons que dans un processus tel que celui-là, vous ne venez pas à la table des échanges en disant « je veux 120%, et puis à la fin du processus, vous allez vous retrouver avec 120%. Cela, d'office, exclurait l'idée même de réconciliation et de pardon. Parce que quand on va à la réconciliation, c'est que chacun fait un pas pour rencontrer l'autre. Donc, chacun vient et nous disons clairement que ses prétentions ne seront certainement pas satisfaites à 100%, et il faut donner, il faut recevoir. Et c'est sur cette base-là aussi que ces propositions sont faites. Oui, mais ceux qui viennent devant vous, peut-être par peur des représailles, peuvent faire profil bas et accepter de donner bon cœur contre mauvaise fortune, surtout quand c'est tout le pouvoir dont vous disposez. Tout le pouvoir dont vous disposez, ça fait que la personne vient en face de vous affaiblie, en position de faiblesse déjà. Est-ce que cela n'altère pas un peu le caractère objectif de leur démarche et de leur position quand ils sont en face de vous? Non, je ne pense pas. Je pense que le pouvoir du Ashkroun, nous en avons conscience et nous l'exerçons vraiment en toute humilité, en gardant la tête sur les épaules et en nous disant aussi que nous sommes des humains, nous sommes des êtres humains. Et donc ce qui nous conduit, ce qui nous guide dans notre action, quelle que soit la personne qui est en face de nous, que ce soit la victime, que ce soit celui qui a offensé, nous ne voyons pas, nous les voyons pas en tant que... Nous les voyons en termes de qu'est-ce qu'ils peuvent apporter chacun pour que la réconciliation soit possible. Et de ce point de vue, je pense que ceux qui nous ont rencontrés, qui le savent, ils n'ont pas peur. La preuve, c'est que des fois, quand nous discutons avec eux, ils sortent, ils vont sur les médias, ils disent ce qu'ils pensent. Donc, ils ne sont pas du tout intimidés par nos propos ou par nos propositions. Je pense que ça, c'est simplement de cette façon-là qu'il est possible réellement de les amener aussi à comprendre qu'ils doivent eux-mêmes, en tant que victimes, en tant qu'offenseurs, contribuer à la réconciliation nationale et que ils veulent y contribuer, ils ne peuvent pas faire de leur cas un cas qui ne tienne pas compte des autres. La finalité de votre démarche, c'est de faire des recommandations. Mais vous n'avez aucune certitude que vos recommandations seront appliquées à la lettre. Si vous en avez, donnez-moi quelques garanties que vous avez, par exemple. Nous avons quand même, je pense, l'attitude aussi, le pouvoir aussi de suivre la mise en œuvre des réparations. Une fois qu'elles sont acceptées, nous sommes un système de veille aussi pour nous assurer que ce que le gouvernement a accepté est fait concrètement. Je dois dire que dans ce cas-là, par exemple, quand nous avons des textes qui sont élaborés, sur la base desquels nos propositions vont être appliquées. Et ces textes-là, plus ces textes, nos propositions, il y a quand même des décrets qui sont pris à la fin du processus, des décrets au niveau du gouvernement, et qui, en fait, consacrent la mise en œuvre, et c'est ainsi que cela doit être fait. Mais il faut tenir compte aussi que quand on revient aux réparations, évidemment, les dossiers qui courent de 1960 à 2015, vous imaginez la part, la somme, le montant qu'il va falloir mettre dedans. En ce moment aussi, nous jugeons avec tout ce poids-là que cela peut représenter pour le budget de l'État qui n'est pas extensible à l'infini. Et les propositions sont faites aussi en tenant compte de cela. Elles sont faites en tenant compte des dossiers et des crimes et en établissant une comparaison de manière à ne pas risquer de prendre des décisions hâtives et donner plus ici alors que le dossier suivant mérite plus. Et ensuite vous vous trouvez dans des situations où ça devient vraiment difficile de gérer la situation. En tout cas, pour la gouverne de nos téléspectateurs, je tiens quand même à ce que vous me disiez un mot sur ces policiers et militaires qui ont été radiés. Quel est le traitement que vous avez réservé à cela? Est-ce qu'ils ont été indemnisés? Est-ce qu'ils ont été réhabilités? Qu'est-ce qui s'est passé là concrètement? Alors, ce que je disais, c'est que concrètement, le dossier, nous avons fait les propositions. Nous avons eu 2 conseils de cabinet qui ont été consacrés à l'examen de nos propositions. Et maintenant, le gouvernement a en main ces propositions-là. Mais comme je dis, il y a encore, quand nous faisons les propositions, le gouvernement maintenant va les regarder aussi
va regarder à l'intérieur avec la plus grande attention pour voir la mise en œuvre de nos propositions. Est-ce qu'elle suscite des problèmes quelque part? Si tel est le cas, ensuite, elles nous reviendront, nous en discuterons et nous trouverons ensemble la voie qui permettra de mettre en œuvre ces propositions sans qu'elles ne créent d'autres problèmes. Donc, ce dossier à ce stade-là. Monsieur Bassolé, je le disais tout à l'heure que le Haut Conseil est doté de super pouvoirs. Est-ce qu'un citoyen peut refuser de venir plaider en face, de venir déposer en face de la haute institution? Quel regard on peut porter de manière globale sur la justice traditionnelle, comme ça se fait dans d'autres pays? Est-ce que ça réconcilie vraiment les populations? Est-ce que votre instance est vraiment indépendante? Est-ce qu'elle n'est pas sous la coupole de l'exécutif qui peut vous téléguider, entre autres questions que nous allons aborder pour finir cette émission? Mais on va marquer un second arrêt, si vous le voulez bien. Chers téléspectateurs, on revient pour aborder toute cette question. Mais on marque un petit arrêt. On revient dans quelques instants. Merci.